Je tenais d'abord à vous remercier tous les trois très vivement pour ces textes inspirés par l'image que vous voyez au-dessus de nos têtes et plus que ça aussi pour vos belles lectures qui ont donné une profondeur tout à fait nouvelle au texte. Merci donc à vous trois pour cela. Je propose de faire une première question et c'est là, je vous poserai peut-être la même à tous les trois. Claire et moi, nous allons nous partager un peu les questions à tour de rôle. Mais une première question, à partir des textes que vous avez écrits pour l'occasion, une question assez générale. L'écriture à partir d'une image, disons, génératrice d'un texte de fiction, pour parler universitaire, vous a obligé, et vous y avez répondu chacun à votre manière, à choisir une perspective. Alors, perspective de narration, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et en même temps, ou consécutivement, si vous le voulez bien, je note dans chacun de vos textes, et évidemment l'image y invitait, une réflexion, enfin un travail sur l'idée de rupture. Il y a différentes ruptures qui sont en jeu dans les textes. Donc sur cette double question, peut-être pour commencer l'échange, donc la question du choix d'une perspective de narration et l'idée de rupture qui est évidemment très, très liée aux enjeux environnementaux. Je propose qu'on les prenne dans l'ordre, Anne-Sophie, Subia, Aude et puis Jérôme. Perspective narrative, c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt pensé m'intéresser aux animaux et partir du point de vue d'un animal, en fait. Mais quelque chose m'a gênée là-dedans, donc j'ai pas cherché plus loin. Et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, avec une image, c'est que plus on la regarde, plus on découvre des choses. Et comme on l'avait sur un support électronique, en l'occurrence l'ordinateur, on pouvait vraiment bien zoomer sur certains détails. Et c'est ce que mon regard a fait. Et à un moment donné, est apparue finalement la chapelle qu'on voit. Elle est tout à haut, à voilà, que j'avais pas du tout vu tout de suite. Et du coup, j'ai été déportée quelque part du troupeau qui était sur le flanc, sur la colline, et je me suis portée plutôt vers cette chapelle. Et c'est là où un personnage est arrivé. C'était pas complètement prémédité parce que auparavant, j'étais plutôt en train de tourner autour, d'apprivoiser l'image en fait. Mais du moment où il y a eu cette chapelle, je crois que ça a posé quelqu'un qui était proche de cette chapelle, ou en tout cas qui avait un lien avec cette chapelle. Expliquer vraiment pourquoi, j'aurais du mal, mais et du coup c'est devenu vraiment plutôt j'ai pris le parti d'avoir un personnage un humain et de changer de perspective. Juste peut-être une petite question qui prolonge la réponse. Je pense qu'elle est assez caractéristique. Vous avez choisi de ne pas prendre une perspective animale. Alors, est-ce que a pu jouer dans votre décision le fait que, disons, s'il y a un sujet qui a été très fort traité ces derniers temps par l'écriture en lien avec la nature et l'environnement, c'est justement la perspective animale, et que vous vous êtes dit, il est peut-être temps de faire autre chose. Ça m'a frappé que, alors que je m'attendais au moment je m'attendais à une perspective animale, personne de vous, mais vous l'avez explicitement envisagé, ne l'ait fait. Est-ce que ça a pu jouer? Est-ce que vous dites, oui, ça a été fait, en fin de compte Non, c'est rarement ce genre de réflexion. Déjà parce que je suis pas non plus au courant de l'ensemble de ce qui s'écrit en littérature. Et du coup, non, ça pourrait m'intéresser d'essayer de me mettre dans la peau vraiment d'un animal. Mais en fait, je pense que ça m'intéresse davantage d'essayer de voir comment nous, conscience humaine, on essaye de se départir. On travaille ces questions finalement, et puis comment elles nous travaillent en tant que conscience. Après, c'est assez mystérieux d'expliquer comment la voix s'est enclenchée, et puis pourquoi elle...
voilà pourquoi elle tient cette part de colère ou de multiplicité de tons. C'est toujours bizarre en fait ce qui se passe en écriture et c'est pas toujours enfin en tout cas en ce qui me concerne c'est pas souvent prémédité. Merci. Haute-Seigne, sur ces questions de choix de perspective de la narration. Alors en fait j'ai fait confiance quand j'ai reçu cette image, c'est-à-dire que je savais que j'aurais à un certain moment quelque chose à en dire, mais c'est pas venu tout de suite. Il fallait la laisser reposer. Ça m'arrive en général avec des textes déjà écrits, mais qui doivent reposer un peu à certains moments. Mais là, c'est ce qui se passe avec cette image. Et puis, on en parlait en venant avec Anne-Sophie. J'ai eu ce terme de ricochet parce que j'avais l'impression que mon regard ricochait d'un personnage à l'autre, d'un élément du paysage à l'autre, et qu'il n'arrivait pas à s'arrêter en fait sur un choix. Et pour comprendre finalement que pour moi, ça ne jouait pas d'avoir un instantané. C'est-à-dire que je voyais ce paysage et je voyais en même temps une sorte de time-lapse, on dirait au cinéma, où le paysage évolue à travers le temps, comme ça. Et voilà, m'est venue en fait l'idée que c'était pas forcément la place d'un personnage que je cherchais, mais bon, en l'occurrence, la place d'une pierre ou d'un rocher. Et voilà, qui me permettait en fait de dire différentes choses sur le temps et d'une manière plutôt poétique que j'apprécie aussi. Et est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Non, voilà. Oui, enfin, je pense que c'est déjà très complet, et sur la genèse du texte et sur le choix de la perspective, puisque une des choses qu'on a peu fait jusqu'à présent, c'est justement faire parler la matière, le minéral est un peu l'enfant pauvre de cette écriture, parce que ça demande un exercice tout particulier. Merci. Jérôme Mézot. Alors moi je dois remercier Pierre, parce que quand il m'a envoyé cette photo, j'ai vraiment eu un déclic. D'habitude j'ai de la peine à écrire sur commande ou à propos d'un objet ou d'un élément qu'on me propose à l'avance. Mais là, c'est comme si cette photo avait précipité toute une série d'informations que j'avais déjà engrangées, mais que je n'avais pas ordonnées. Et parce que quelques mois auparavant, j'avais lu le cahier de compte de mon grand-père, qui est le personnage qui dépose dans ce texte. Mon grand-père que je n'ai pas connu, donc qui est un personnage de fiction, d'une certaine manière. Enfin, il est mort bien avant ma naissance. Et en lisant ce carnet de compte, j'ai eu l'impression, à travers la culture matérielle très très simple de sa vie, c'est-à-dire les achats de chaque jour de la semaine, les petits achats, etc., d'un paysan alpin de 1900, là c'était en 1943 le journal, on voit la guerre, on voit le rationnement, on voit toutes sortes de choses. Et je ne savais pas que faire en fait de ces informations. J'ai écrit quelques textes, mais je n'avais pas de fil, et en fait c'est cette photo qui a précipité l'information, d'où ce texte de fiction, mais on peut dire une fiction tout à fait vraisemblable, en tout cas dans son cadre. Oui, j'aurais une question, parce que Pierre parlait de rupture. Est-ce que la rupture a compté pour vous dans ce rapport à l'image ? Est-ce que je crois voir chez les trois, même si chacun des textes est vraiment très singulier, c'est du conflit, en particulier dans vos deux textes, Anne-Sophie et autres, ce qu'on appelle dans l'académie les instances d'énonciation, donc qui dit je, qui dit il, etc. C'est très marqué. Chez vous, c'est Jacob, je, et puis vous, une espèce de vous accusateur. De temps en temps, c'est il, mais c'est plus souvent vous. Chez vous, Aude, c'est je, la pierre. Ce eux est très présent et très mis en cause en quelque sorte, simplement parce qu'il est eux, il prend pas la parole. Et puis chez Jérôme c'est une déposition, et puis Veufray s'en prend à Reva. Voilà. Donc il y a du conflit, etc. Et je me demandais, dans ce conflit, c'est quand même un conflit entre ce que la modernité peut apporter positivement et négativement, et puis quelque chose qui peut être perçu comme idyllique, ou comme préservé.
Et vous n'êtes pas sans savoir les trois qu'un livre a paru qui s'intitule « Les littératures suisses face au cataclysme » de Peter Rutz, qui était en 2017. Donc c'est un chercheur académique qui a montré que dans les littératures suisses, donc alémanique, romande et tessinoise, on a un couple en tension sur les littératures des 19e et 20e siècles qui est l'idylle et la catastrophe. Il y a beaucoup d'idylles dans la tradition suisse, et c'est très souvent une idylle paysagère, mais il y a toujours une catastrophe. Elle peut être naturelle, elle peut être politique, et que, en quelque sorte, la Suisse s'est identifiée par cette espèce de tension nécessaire. Du coup, vous seriez les dignes représentants de cette tradition littéraire, et Peter Rutz pourrait vous intégrer dans son prochain article ou livre parfaitement. Est-ce que ça vous parle, cette notion de tension, idylle, catastrophe? Oui, mais oui, bien, ça me parle, mais justement, j'ai l'impression que ça parle aussi un peu indépendamment de ma volonté. Enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir sortir de ces antagonismes et les complexifier et les déconstruire aussi. Mais on dirait qu'il y a quand même souvent ces mises en scène et cette je sais pas, une espèce de parole qui serait affranchie. Et en fait, ce qui est très intéressant, je fais une petite parenthèse d'abord, mais ce qui est intéressant vraiment avec cette image, c'est qu'elle est tellement verticale et elle a tellement des plans, des terrasses et des perspectives que je pense aussi dans notre imaginaire mental, il y a aussi ça attise peut-être aussi cette chose du haut et du bas, et puis cette rencontre difficile, complexe, parce qu'il y a une montée. Il y a un mouvement de montée comme ça des personnages. Et je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a eu quelque chose de l'ordre du regard du haut, du regard surplombant, sur une foule montante. Et peut-être que ça agit aussi sur cette notion d'accusation. Mais c'est un peu malgré moi, parce que oui, j'aimerais beaucoup plus être en mesure de complexifier davantage et puis de pas non plus tomber trop vite dans du noir ou blanc, parce qu'il ne s'agit pas non plus complètement de ça. Mais mon pauvre Jacob, lui, c'est vrai qu'il est extrêmement meurtri, meurtri par, atteint en fait dans sa chair. C'est ça qui est arrivé dans le texte. Moi, ça me parle aussi beaucoup, cette opposition entre l'idylle et la catastrophe. Mais néanmoins, je crois que j'ai aussi choisi ce point de vue pour chercher une continuité dans les ruptures, en fait, pour chercher quelque chose qui reste. Et comme si ce qui reste était finalement plus large que n'importe quelle rupture. Enfin, tout est question d'échelle, c'est quelque chose qui est présent dans le texte. Et je crois que ça me permettait aussi, alors il y a en tout cas que je voulais aussi, il y a ce « eux » qui est en tension avec la pierre, mais qui n'est pas qu'une tension critique, qui est aussi, que j'essaie de percevoir le « eux », les humains aussi, des fois avec une certaine tendresse ou une certaine envie de... je dis ça, une certaine tendresse, j'allais dire une empathie, mais tout en me rappelant qu'une pierre n'est pas empathique et n'a pas de... donc je ne voulais pas non plus rentrer là-dedans. Mais en tout cas, j'ai essayé de marquer cette distinction sans la vouloir trop radicale, je crois, pour parler aussi de ce qui reste et ce qui fait le lien. Oui, pour moi, c'est surtout la notion de conflit qui m'intéressait dans le texte, mais comme cette fiction, elle se passe au fond il y a plus d'une centaine d'années, ça apporte des conflits d'époque, qui ne sont pas notamment dans le paradigme environnemental tel qu'on le pense aujourd'hui, c'est plutôt des conflits socio-économiques entre deux visions du monde, la vision du monde progressiste de l'époque, disons, et puis une vision plus conservatrice.
Et bon, pour moi, ça faisait écho. Il y a, effectivement, dans ce texte, il n'y a pas tellement la notion de catastrophe au sens environnemental. Il y a une catastrophe pour les personnes qui perdent leurs ressources économiques. C'est encore pensé en termes de ressources. Mais c'est lié à la date du texte, je pense. Oui, peut-être une dernière question que je voudrais vous poser autour de ces textes, et ça nous permettra de faire la transition vers l'ensemble de votre œuvre. Il est évident que ce dessin, qui était évidemment utilisé dans un contexte de classe pour faire une leçon qui était peut-être de choses, mais qui était certainement aussi une leçon morale, vous ne l'avez pas évidemment interprété dans le sens qui pouvait être celui des instituteurs ou des institutrices de l'époque, et dans lesquels je vois en particulier une manière dans ce dessin de montrer qu'il était possible de faire coïncider le progrès, le train qui arrive, et la ruralité, dans une espèce d'idéal qui vaut toujours aujourd'hui dans l'idéal écologie, de la continuité d'une tradition et l'acceptation de la modernité. Dans vos lectures, vous avez, on vient d'en parler pour les questions de conflit, mais vous avez aussi choisi d'accorder, et vous n'êtes absolument pas les seuls à le faire ici ou dans vos propres textes, à mettre fort l'accent sur les enjeux sociaux. Il y a une sorte de conscience que les enjeux environnementaux sont intimement liés aux enjeux sociaux, et vous mettez les deux en relation. Est-ce que vous pourriez brièvement revenir là-dessus, si ça vous semble une piste pertinente? Anne-Sophie. Je dirais que, en fait, il y a peut-être quelque chose en lien avec un idéal de dépouillement, en tout cas dans mon texte, et par rapport aux enjeux sociaux, je mettais, c'est vrai, en scène peut-être une distinction entre une forme d'opulence matérielle qui est en train de monter et puis d'envoûter d'une certaine façon la montagne par des monticules de matériel, de matière manufacturée, etc. Et puis de l'autre, quelque part, un bonhomme qui vit de peu, qui vit simplement, qui vit avec les éléments, qui vit un peu d'une façon assez ascétique, et qui, en ce sens, en tout cas dans le texte, noue un dialogue avec les montagnes. Les montagnes au sens vraiment de la rencontre élémentaire avec les montagnes, avec le soleil. Et donc il y a pour moi cette dichotomie dans le texte entre une arrivée comme ça qui est signe d'invasion matérielle massive, et puis une conscience, une sobriété de l'autre, ou un désir de peu. Et c'est ça qui fait clash, en fait, aussi. J'ai pas... oui, alors pour moi, la problématique environnementale, elle est, que ce soit dans ce texte ou de toute manière, complètement liée à l'humain. Et moi, j'aimais bien aussi le fait de choisir ce point de vue non humain pour cette raison-là, pour voir les impacts. Il y a quelque chose qui me surprend souvent dans certains slogans, par exemple, on dit la planète meurt, etc., ce qui est vrai, mais en fait, c'est surtout nous qui travaillons à notre extinction et pas à celle de la planète. Donc, voilà, c'est inscrit certainement dans ce texte et dans d'autres, oui. Oui, dans mon texte, j'ai essayé, je fais une rapide allusion à la naissance de la Ligue pour la beauté qui deviendra le Heimatschutz, qui est une association de préservation du paysage et des traditions helvétiques qui naît en 1905, qui est à l'initiative, disons, on peut dire, de la bourgeoisie urbaine cultivée, qui observe les lieux, les vallées, etc., alpines,
avec un œil déjà informé, esthétique, hein, qui considère au fond voilà, le pittoresque, c'est le mot que le paysan ne comprend pas, hein, le pittoresque de ces régions à préserver, etc. Et donc ce que je voulais mettre de manière un petit peu drôle, c'est mettre en évidence la tension entre la perception que les autochtones avaient peut-être de ces lieux dans lesquels ils faisaient constamment des actes de production, enfin de survie et de production, et puis la vision de ceux qui, venant de l'extérieur, projetaient sur ce lieu une vision esthétique ou économique, hein, parfois l'une cachant l'autre ou étant le prétexte de l'autre. Et bon, pour moi, le conflit ou la tension, il était dans cette diversité des regards. Et donc, évidemment, là, c'est là que mon imaginaire s'est emballé. J'ai essayé de comprendre ce que ce grand-père, que je n'ai pas connu, pouvait bien penser de ces gens qui lui parlaient de la beauté des paysages de sa vallée. Alors, est-ce qu'il les trouvait beaux? J'en sais rien, au fond. Mais est-ce qu'il vivait cette beauté de cette manière-là, ou est-ce qu'il la vivait d'une autre manière? Je n'ai pas de réponse. Hein. Mais c'est en tout cas le hiatus entre ces perceptions que j'essayais de montrer. Merci.